enchaîner avec la table suivante, ronde suivante, qui est un petit peu dans la lignée, parce qu'on va rester sur les ZNI, mais avec une séquence de témoignages spécifiques sur l'enjeu d'autonomie énergétique qu'il y a dans ces territoires. Là, on a parlé beaucoup de systèmes houlomoteur, mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses. Comment ces îles pourraient représenter aussi un laboratoire R&D pour qualifier des solutions multitechnologies. Pour en parler, j'invite à me rejoindre messieurs Nicolas Ruiz et Marcus Saul. Je vous en prie. Got the microphone on the other side. Just downstairs. Merci beaucoup, thank you very much. Merci à tous les deux d'être ici pour de nouvelles séquences sur l'enjeu d'autonomie énergétique des territoires. On est avec Marcus Saul, Managing Partner de Island Power. Vous pourrez, we can say a little more words about Island Power in a few minutes. And Nicolas Ruiz, qui est directeur de Guinard Énergie Nouvelle. Je vais parler français avec vous dans un instant. We will start with you, Marcus Saul. Can you say a little bit more about what is, first of all, Island Power to discover you, and after what you developed? Yeah, sure. So Island Power is what we call a smart energy accelerator. So what we do is we combine both communities, technology, and also finance together. And we put it in a unique, basic legal structure. So as a consequence, what you're able to do is you're able to accelerate the development of projects. One of the key things is we create a flow currency. So we actually translate the energy that we're producing for the local communities into a local currency as well. And that then creates an energy as a service for the community. So you develop a lot of sort of projects. Yeah, so we're a new company, and we've basically started off within just under a year, and we're speaking with quite a few communities globally. So a key example would be islands in Scotland, and our focus essentially is on resilience, energy resilience. So by actually going to the micro element of a energy system, you're able to build up using different energy solutions. So a key example would be if you're in a location like the Caribbean, the ability to utilize different forms of wave, tidal, etc. power for the community, whilst also allowing people to invest into that local community. Each island have got very different problematics, so it's completely, yeah. And that's what's unique about this. It's not about going in and providing a one solution. It's actually looking at exergy, which is energy used, so energy at the point of use, not actual energy production itself. And because we actually look towards pegging the price of energy and returning the money back to the local community. So the best way to explain this is a very old business model developed by James Watt. And what James Watt did was, in the Cornish tin mines, he actually produced a steam power system which allowed him to pump the water out of the mines. Instead of actually asking for money for the actual product, what he asked for was a third of the amount of energy saved in the form of coal, which he then sold on to the open market. And we're very similar in that regard. So what we will do is we develop a local community, sub 11 kV. Any excess that goes that is produced is then given to the grid. So you must identify the technology. Yep. You also have a discussion with industrial. How do you organize everything with this? Yeah, so a key thing is
communities themselves know the region. So a lot of communities, and this is also not just island communities, it's non-connected energy zones. They're in a situation where they lack funding. There's no ability to actually place any extensions to the main grid to them. And as a consequence, they've got no support with regards to financing of projects. So what we do is we're able to actually enable them to have their own financing and sort of develop from there. And as you're saying, sorry, to get back to your question, the key thing with it is each location, and you can go from region to region, will have its own little specific profile and its own energy use. So we're currently dealing with a community on an island. They have no requirement for streetlights because one of the key elements of their selling point or USP is the fact that it's a clear sky island. But what they do need is they need some form of transportation for the community, and people can't actually afford to purchase electric vehicles, etc. So having this integrated, what we call a natural grid, which is no longer centralized but distributed, allows you to actually develop. So. And your market is all around the world. All around the world, yeah, yes. And it actually can go from street to street, in essence. So you create these, because of the legal structure, you're able to create small little pockets that interconnect with each other. It is very interesting. Thank you very much, Marcus. Alors, on va passer la parole maintenant à Nicolas Ruy. Je repasse en français avec vous et Guinard Énergie. Peut-être quelques mots pour vous présenter, puisque vous aussi, vous travaillez sur des opérations sur des îles. Hein, vous nous les présentez concrètement. Avec le lien, on l'a compris, hein, les îles ont vraiment besoin aussi parfois, ont des difficultés financières. Ce n'est pas toujours facile aussi pour elles. Donc, il y a vraiment aussi des enjeux de rentabilité, enfin, si je puis dire, d'optimiser en tout cas au maximum la technologie. Oui, donc tout d'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors oui, tout à fait. Approchez bien votre micro parce que pour ceux qui nous suivent, et je leur fais un petit coucou en live stream, il faut bien qu'ils entendent le son. Donc n'hésitez pas, vous pouvez presque le manger. Ouais, okay. Donc oui, donc tout d'abord, bonjour à tous. Nicolas Ruy, je suis le directeur de Guinard Énergie. Donc Guinard Énergie, on est une société française qui développe depuis quelques années en fait une technologie d'hydrolienne de petite et de moyenne dimension, en fait, qui est plutôt destinée du coup aux zones non interconnectées. En fait, très vite, nous avons fait le choix plutôt de partir sur des petites machines pour, d'une part, dérisquer toutes les innovations technologiques qu'on pouvait avoir pour la mise en place de ces nouveaux systèmes, d'une part, et d'autre part, par rapport au besoin mondial qu'il y a, en fait, d'accès à l'énergie. Donc, on peut faire quelques constats, justement, sur les slides à venir. C'est quand même au jour d'aujourd'hui, il y a 1,3 milliard de personnes qui n'ont pas encore accès à l'électricité, que beaucoup de ces personnes en fait se situent justement dans des îles ou dans des villages étant souvent s'installent souvent donc à proximité de ressources hydrauliques, type rivières, fleuves également, qui conditionnent aussi l'agriculture. Et justement, autour de ce constat de ces sites qui n'ont pas accès à l'électricité ou qui produisent encore l'électricité avec des groupes électrogènes, on peut trouver des solutions. Donc nous avons développé au jour d'aujourd'hui 2 tailles d'hydroliennes, en fait, des machines de 3,5 et de 20 kW qui répondent en grande partie aux besoins de ces îles-là. Et comme nous l'avons évoqué dans des tables précédentes, en fait, le besoin de pouvoir mixer cette énergie pour répondre à des demandes qui, elles, ne sont pas constantes au fur et à mesure des journées. Et donc on voit tout l'intérêt en fait déjà de pouvoir apporter un complément solaire avec les coûts que nous connaissons aujourd'hui qui ont fortement diminué au niveau des panneaux solaires, mais qui nécessitent pour ces zones-là qui n'ont pas donc un réseau stabilisé par de l'interconnexion, beaucoup de stockage sous forme de batteries actuellement ou hydrogène, comme on commence à en parler. Et de le mixer avec une énergie donc, qui est prédictible dans le cas d'estuaires, où nous avons quantifié donc, la ressource de marée ou de rivière, où nous avons mis en place des modèles de modélisation pluie débit, nous permet d'assurer en fait une production continue jour et nuit en complément en fait des apports que va apporter le panneau solaire.
Donc, comme tout industriel français, nous avons commencé bien entendu par nous faire des références en France, en fait. Donc, dans le Morbihan, nous avons alimenté un chantier, nous avons été interconnectés. Dans le Il se passe beaucoup de choses en Bretagne, on le voit depuis le début. Oui, c'est une région très dynamique. On a toujours eu en plus la chance d'avoir les soutiens de la région et du Polmer qui nous ont largement épaulés pendant ces premiers projets-là. Donc voilà, et ces premiers projets nous permettent maintenant de nous exporter. Comme en Guyane française actuellement, nous avons installé un démonstrateur également pour un centre du CNRS. À Madagascar, nous avons électrifié un village, et au Togo, comme vous le voyez là, sur des projets qui seraient installés donc, d'ici le mois prochain, le Covid nous permettant de nous redéplacer. Donc si on peut avancer, en fait, on voit voilà, l'accès à l'électricité donc, de ces zones-là, au-delà de la ressource dont on parlait tout à l'heure, de la ressource pour faire le lien avec l'hydrolien qu'on qualifie offshore, hauturier, elle n'est pas évaluée encore. Elle augmente forcément énormément cette capacité de déploiement de ce genre de technologie, que ce soit hydrolien hybride, de rivières ou d'estuaires, parce qu'on s'est pour le moment intéressé beaucoup aux grandes zones à fort potentiel, mais il y a un marché vraiment supplémentaire à aller voir sur ces zones-là, où on voit qu'une petite machine là, peut alimenter déjà un village. Si on avance un peu sur la présentation, s'il vous plaît. Voilà, des résumés, on peut avancer également. Je crois qu'il y avait un film, mais a priori, on m'a dit qu'il n'était pas passé non plus. Il y a des petits problèmes techniques avec les films, la puissance des films. Je voulais un peu m'attarder sur ce slide-là, parce qu'il est très intéressant, je trouve, et pour revenir un peu dans la thématique donc, des îles européennes. On en l'a évoqué tout à l'heure à travers la table précédente sur Ouessant, voilà, avec les projets portés par notre confrère Ami Sabella. À côté de Ouessant, il y a aussi une île qui s'appelle Molène. Et Molène aussi sont alimentés par des groupes électrogènes. Molène, c'est 1000 litres par jour de fuel qui y passe, acheminé depuis le continent par des bateaux qui naviguent aussi au fuel. Donc il y a des études en cours que, voilà, avec le Polmer, là c'est un projet soutenu par le Polmer, où on va essayer de quantifier des ressources proches de Molène. Parce que vraiment, au sein de Guinard Énergie, on va se concentrer soit du fluvial, de l'estuarien, ce que j'appellerais moi de l'hydrolien côtier, où on va aller chercher des courants qui sont situés voilà, dans des restrictions autour de hauts fonds, pour lequel, en fait, malheureusement, les datas du CHOM ou qu'on peut trouver actuellement ne sont pas assez précises. Donc là, on met en place des modèles numériques pour après calculer des productifs, pour pouvoir après proposer une solution technico-économique qu'on espère viable à l'île de Molène. Donc là, vous avez eu combien de projets depuis le lancement de Guinard Énergie? Je vous demande de calculer. Alors en France, on a dû en réaliser des installations, on en a fait 4 en tout, et à l'export, on est sur 3 projets. On s'étend aussi maintenant aussi sur les moulins, les moulins hydro, et beaucoup de discussions en cours sur lesquelles je ne m'étalerai pas trop pour le moment. Mais on voit qu'il y a une réelle dynamique autour de ça. Et voilà, puis si en plus on a des solutions qui nous apportent, parce que la difficulté c'est de trouver des financements, donc je rebondirai avec ce que vous disiez, c'est qu'effectivement chaque secteur, chaque zone peut avoir des spécificités particulières. Certains c'est créer une petite industrie dans un village, certains c'est de l'éclairage. Et effectivement, ce n'est pas forcément des populations ou dans des endroits où ils ont une capacité à payer importante. Donc l'investissement initial, bien que le coût après d'exploitation soit plus faible que du groupe électrogène, est intéressant. Mais voilà, avoir des organismes de levée de fonds, je pense que ça peut être intéressant et pouvoir bien entendu intéresser après les usagers pour pouvoir pérenniser l'installation et assurer après sa maintenance, on va dire, de niveau 1. Et puis il y a un vrai enjeu, on l'a compris, d'autonomie énergétique. Est-ce que des projets comme ça, on se dit, parce que c'était la question aussi, pourraient servir de laboratoire pour d'autres projets ailleurs? On le dit souvent, puis finalement c'est l'occasion de tester peut-être de multi-technologies. Ah oui, j'en suis convaincu. Déjà, de faire des premières références, on va dire, sur le sol national, c'est un besoin, ce qui nous permet actuellement d'avoir déjà quelques réalisations à l'étranger. Maintenant, voilà, la technologie, elle est en place. Comme toute technologie, elle peut être améliorée, son coût peut baisser, bien entendu, c'est ce que nous espérons. Et à côté de ça, il faut qu'on trouve des leviers pour pouvoir trouver des fonds, pour pouvoir plus adresser un projet un par un. Ça, on l'a déjà fait dans certains pays, c'est ce que j'appelle moi des projets d'évangélisation, faire connaître que ces technologies existent. Et après, pour pouvoir proposer, en travaillant avec les ministères des énergies des pays étrangers, avec l'énergie rurale, le ministère des énergies rurales qui opère ces pays-là, de pouvoir se déployer à l'échelle d'une région, d'un pays dans le monde. And maybe the same question for you, Marcus Saul. Do you think you are not working only on islands? You say with the islands, but do you think that it can be a laboratory to develop multi-technology and that it can be useful for other projects?
Certainly, especially what Nicola was saying with relation to the fact that you can actually take a very small location, which may be having somewhere in the region of 500 kilowatts demand, and be able to try a small, low-scale project, and then be able to scale it on thereafter is critical. What you tend to find, obviously, there's in Europe alone, there's 2,200 inhabited islands. I know specifically, if we were to look at Greece, you've got 27 of those islands which are sub 500 kVA in demand, and as a consequence, they've got no means of actually coming off diesel unless they're actually looking towards subsidies from local governments. One of our key focuses is being aware of the fact that the higher the cost of carbon fuels, the more beneficial it is to actually maintain their profitability by not using them and using them as a resilient operator. Merci beaucoup, thank you very much. Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges autour des zones non interconnectées, des enjeux d'énergie. Merci, on peut vous applaudir.